la présentation numéro, ça doit être 7, enquête. Pardon ? Oui, oui. Donc, comme je l'ai dit, toutes les présentations d'aujourd'hui et la vidéo qui s'enregistre seront sur le portail dans le courant de la semaine prochaine. Puisque la régie doit... Là, ça passe en direct, mais après, il faut qu'il le reformate pour la version accessible. Pardon ? Oui, j'ai demandé. Allô, la régie ? Oui, d'accord. Vous êtes bon ? J'arrive. Bon, ben, pendant que la régie se met au point, je vais me permettre de vous dire que l'atelier suivant s'en pose. C'est le résultat de l'enquête. Alors, ce résultat va vous être présenté par deux personnes extrêmement importantes de l'association Recherche et Solidarité qui a créé l'enquête et vont vous donner les résultats. Alors, M. Mallet, qui a une double casquette, mais qui nous a beaucoup aidés, président de Recherche et Solidarité et président de la BSE Châteaudun. C'est pour ça que dans les questions, il savait de quoi on parlait. Et Cécile Bazin, qui est directrice, si je ne me trompe pas, de Recherche et Solidarité. Donc d'abord, tout à fait, au nom du bureau et du CA, je voulais vous remercier tous. Vous avez accepté de jouer le jeu. Et vraiment, on a eu un retour très, très intéressant. Mais là, ils vous en parleront mieux que moi. Bon, bienvenue à vous. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous allez bien? Merci de cet accueil. Merci aussi de votre confiance. Ok, d'accord. Merci de votre accueil. Merci. Non, non, je rigole. Merci beaucoup de votre confiance et de cet accueil. Je voudrais dire un grand merci à Pierre-Marie, bien sûr. On s'est vu il y a 1 an pour l'Assemblée générale. C'est à ce moment-là qu'on a eu cette petite idée. Merci beaucoup à Claudine. Merci à Élie, qui a travaillé avec nous. Merci bien sûr à Cécile, ça c'est la maison. Recherche et Solidarité existe depuis 15 ans, et ça fait 15 ans qu'on fait des enquêtes auprès des bénévoles avec ce double objectif de faire parler les bénévoles et d'essayer de comprendre leurs spécificités. En l'occurrence, vous allez le voir, on a travaillé sur vos réponses, rapprocher des réponses des bénévoles qui travaillent dans le domaine social. Et ça donne ainsi un certain nombre de caractéristiques, parfois en mieux, parfois un petit peu moins bien. En tout cas, ça permet de situer les choses. La régie est donc arrivée. Alors, merci encore donc, pour Claudine, Élie, Guiret et Pierre-Marie. Donc, cette enquête, dans le diapo suivant, avait comme objectif un dialogue. Parler avec vous, vous faire parler, ce qui est indispensable. Aujourd'hui, on travaille avec tous les réseaux, la Croix-Rouge, les restos, les banques alimentaires, enfin tous les réseaux importants de bénévoles en France qui nous font confiance. Et ça nous permet justement, 1, de donner la parole et 2, de reconnaître le travail que vous faites. Donc donner cette parole, un signe d'attention, permettre à chacun de s'exprimer, mieux connaître les bénévoles et surtout mieux cerner leurs attentes. En particulier pour l'équipe dirigeante, c'est important de savoir ce que vous attendez. S'appuyer sur des résultats d'enquête. Donc, comme je disais, vous allez voir une petite comparaison avec le domaine social. Et c'est important de très nombreuses, vous l'avez vu dans les réponses, dans vos questions, vous avez des expressions libres. Vous avez pu vous lâcher un peu et ça a été étudié en conséquence. Et je passe la parole à Cécile, qui est donc déléguée générale et cofondatrice de Recherche et Solidarité avec moi. Merci. Bonjour à toutes et tous. J'enchaîne pour vous présenter la diversité des réponses. On a eu 1974 réponses de bénévoles, ce qui est un taux de retour vraiment exceptionnel pour nous. Je crois que c'est le plus élevé que nous ayons rencontré dans toutes les enquêtes qu'on a pu mener.
Et c'est une enquête qui a été menée aussi, je dirais, en un temps record. Donc, entre le 1er mai et le 11 juin. Donc, c'est vraiment sur une période très courte. Probablement qui a été bien choisie. Un peu plus de disponibilité peut-être avec les ponts. Mais en tout cas, vraiment bravo. Et vous allez voir là toute la richesse des enseignements qu'on a pu tirer. Alors, je ne vais pas m'attarder sur ce tableau parce qu'il est assez fastidieux. Il vaut mieux qu'on rentre dans le vif du sujet. Simplement, vous montrer toute la diversité, donc avec une répartition par genre entre hommes et femmes qui correspond à celle de vos bénévoles. Aussi, une répartition par tranche d'âge. La distinction entre les donneurs de voix et les donneurs de temps, avec aussi 12% qui exercent les deux fonctions. Et puis une répartition géographique qui est plus ou moins conforme aussi à la répartition de la population, avec les grandes régions qui ressortent, Auvergne-Rhône-Alpes, Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine et PACA. Ah. Excusez-nous pour cette interruption momentanée de l'image due à ma seule responsabilité. Voilà. J'ai 2 clés de sauvegarde, mais j'ai donné la mauvaise. Pas de souci. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Donc on enchaîne là avec quelques repères de lecture. Vous rappelez, mais ça a déjà été dit, que les thèmes et les questions ont été élaborés conjointement par l'équipe de l'ADV, l'équipe de recherche et solidarité et l'expérience de Jacques en tant que président de la BS de Châteaudun. Que les résultats qu'on vous présente ici sont des résultats d'ensemble. C'est-à-dire qu'on a redressé les résultats, on a fait en sorte que cet échantillon soit représentatif, on s'en est vraiment assuré, et on vous présente là donc, les résultats correspondant à l'ensemble des bénévoles. Mais au-delà de cela, on a fait des analyses beaucoup plus fines en observant les réponses des hommes par rapport aux femmes, les réponses aussi selon les tranches d'âge, qu'on vient de voir rapidement, selon aussi l'intensité de l'engagement des bénévoles, entre ceux qui sont présents très souvent et presque en permanence dans leurs fonctions et ceux qui interviennent ponctuellement. Le rôle qu'ils exercent dans l'ABS, on a vu donneurs de voix, donneurs de temps, aussi ceux qui ont les deux fonctions, selon la taille de l'ABS par rapport au nombre de bénévoles et selon les responsabilités, donc en distinguant les bénévoles qui exercent des responsabilités des bénévoles qui n'ont pas de responsabilité. Jacques le disait, certaines questions en fait, sont issues de nos enquêtes nationales et c'est ce qui permet de rapprocher les résultats de l'ADV, des bénévoles de l'ADV, des résultats des bénévoles à l'échelle nationale qui agissent dans des associations à caractère social. Et ce qui nous permet de pointer quelques spécificités des bénévoles de l'ADV.
Alors vous verrez, mais on est là pour le commenter, hein. Il y a un icône, un petit peu un avertissement, là, en rouge et jaune. Là, c'est pour marquer les points d'attention. Et puis sinon, pour faire plaisir à Jacques, le petit écureuil avec le pouce levé, là, on est sur du positif. Alors tout ceci étant dit, on y va avec le sommaire. Donc les relations éventuelles avec l'ADV avant de devenir bénévole, les chemins vers l'engagement, les motivations des bénévoles. Ensuite, on verra leur satisfaction, puis leur déception, parce que c'est important aussi de les interroger sur ce qui peut un peu gêner, mais c'est ce qui fait avancer les choses. On a un indice de satisfaction qui est toujours intéressant, notamment lorsqu'on répond à l'enquête, parce qu'on les fait réfléchir sur motivation, satisfaction, déception. Bon, au bilan, finalement, hein, sur votre engagement, vous diriez que vous êtes. Eh ben, nous verrons ça tout à l'heure, dans quelques minutes. Les attentes pour demain, un focus sur les attentes en matière de formation, un sujet important dans votre association, quelques portraits, une question spécifique à l'attention des donneurs de voix, et puis l'expression libre dont parlait Jacques, donc les verbatims, hein, la possibilité qu'on offrait à tous les bénévoles, là, non pas de répondre à des questions fermées, mais de s'exprimer librement. La première question était la suivante. Avant de vous engager dans votre bibliothèque sonore, aviez-vous des relations avec elle? Eh bien, 53% des bénévoles n'avaient pas de relation avec la bibliothèque sonore. 16% avaient un des proches qui était déjà bénévole dans la bibliothèque sonore. 15% l'avaient rencontré à l'occasion d'un forum, d'un salon ou par un média. 9% appartenaient au Lions Club. Là, on les pointe en orange parce que ce sont là vraiment des pistes à explorer pour accueillir de nouveaux bénévoles. Vous bénéficiez ou vos proches bénéficiaient déjà de ces services, 6%. Vous étiez déjà adhérent ou équivalent, 4%. Vous lui apportiez un soutien financier, 2%, et 11% dans une autre situation. Donc, on voit que si 53% des bénévoles n'avaient pas de relation avec l'ADV auparavant, ils étaient 47% à avoir des relations, ce qui est bien plus que dans l'enquête nationale, où là, c'est uniquement 35% en moyenne. Comment êtes-vous devenu bénévole au sein de votre bibliothèque sonore? 69% sont venus spontanément. Et sinon, 30% avaient un peu plus de disponibilité. 17% ont été sollicités par un des membres. 14% ont été informés des besoins de l'ABS et se sont proposés. 5% ont donné un coup de main et puis voilà, on est allé un peu plus loin. Et puis bon, bien sûr, 1% qui ne savent plus vraiment. Donc la sollicitation par un membre, sachant que ça peut se cumuler, hein, donc la sollicitation par un membre, le coup de main qui met le pied à l'étrier et l'appel pour une cause, là sont vraiment des chemins qu'il faut retenir et qu'on peut entretenir, guider les futurs bénévoles. Quelles sont les raisons de votre engagement bénévole aujourd'hui à l'ADV? Alors, en tête, et ça c'est classique dans toutes les enquêtes que l'on mène, c'est le souhait d'être utile et d'agir pour les autres. 88% des bénévoles. Ça, voilà, classique. Ce qui distingue l'ADV des autres associations, c'est la cause défendue par l'ADV et le souhait de donner votre voix. Là sont les spécificités donc, de l'ADV, qui est une valeur forte et qui est une motivation fortement exprimée. Sont moins souvent exprimées ce que nous appelons les motivations pour soi. L'épanouissement personnel, 23%, le souhait d'appartenir à une équipe, 19%, l'acquisition d'une compétence, 9%. Et ça, ce sont des compétences personnelles qu'on retrouve davantage dans d'autres secteurs d'activité, mais aussi dans le secteur social. Et c'est important selon nous parce que on met toujours en avant les motivations pour les autres ou avec les autres. On met un peu moins souvent les motivations pour soi, peut-être par pudeur. Mais c'est important qu'elles soient affirmées et qu'elles soient aussi reconnues par l'association parce que c'est le moteur d'un engagement durable
et qui se déroule bien dans l'intérêt de l'association et aussi dans l'intérêt du bénévole. Les satisfactions maintenant. Aujourd'hui, quelles sont vos principales satisfactions? Eh bien, c'est le plaisir d'être efficace et utile. On revient sur la motivation qu'on a vue précédemment, être utile pour les autres. Le plaisir de découvrir un univers jusque-là inconnu. Donc, 2 résultats qui distinguent positivement les bénévoles de l'ADV de l'ensemble des bénévoles. Vous voyez là les différences. Quand on met Bob, en fait, c'est baromètre d'opinion des bénévoles. Et donc ça, c'est les résultats de notre enquête nationale de l'année dernière. Alors, ce qui pêche un peu dans les satisfactions, c'est le contact et les échanges avec les autres, qui ne sont exprimés que par 42% de vos bénévoles pour 72% en moyenne nationale. La convivialité, 36% pour 49%. Et vous avez là le warning, là, des limites du télébénévolat, de l'engagement à distance qui, bien sûr, ne facilite pas les contacts et la convivialité. Le plaisir d'avoir fait progresser votre bibliothèque sonore, 22% pour 26%. Et là, l'épanouissement personnel, 21% pour 28%. Si c'est moins cité dans les motivations, c'est également moins cité dans les satisfactions. Le sentiment aussi de changer un peu les choses, qui est moins affirmé. Le sentiment du devoir accompli, 20% pour 28%. La liberté de tester des solutions et d'innover. La reconnaissance de votre action, et là c'est en général, l'action que vous menez, tous, collectivement, 6% pour 11%, et le moyen d'accéder à des responsabilités qui est très peu exprimé. Donc voilà, on a mis là les points d'attention et surtout les atouts aussi de l'efficacité et de la découverte d'un univers jusque-là inconnu. Comme je vous le disais dans le sommaire, il faut aussi parler des choses qui vont moins bien. Donc les déceptions, elles sont beaucoup moins exprimées que les satisfactions. Ça, c'est heureux. C'est pour toutes les enquêtes que l'on peut mener, mais enfin, il faut déjà bien le pointer. Donc les effets limités des actions menées par votre bibliothèque sonore, 23%, 25% au plan national. Bien sûr, il ne s'agit pas là de la bibliothèque sonore, mais c'est ce qui ressort toujours en tête des déceptions. On est d'abord déçu par rapport aux effets que l'association poursuit. Ce n'est pas des déceptions pour soi, mais ce sont des déceptions pour l'association. 22% ont des déceptions aussi sur le fonctionnement de l'ADV. Et puis beaucoup d'éléments positifs quand même, puisque là, il faut lire les choses à l'inverse des satisfactions. Quand les pourcentages sont plus faibles, c'est que les déceptions sont moins affirmées, c'est plutôt mieux, d'où l'écureuil pour Jacques. Le manque de moyens matériels et financiers pour mener vos actions, 22%. Le manque de moyens humains dans votre BS, 22%. Les relations entre bénévoles, 18%. Les relations avec les membres de l'ABS, qu'ils soient adhérents, familles, audiolecteurs, là, un petit peu plus de déception, 17% pour 12%. Le manque de dynamisme et d'innovation, qui est moins cité, 10% pour 14%. Le fonctionnement de votre BS, 8%. Et la place et la reconnaissance des bénévoles dans votre BS, là, 7% pour 17%. Là, un point très positif. L'indice de satisfaction, et j'en finirai par cela avant de passer la parole à Jacques. Donc on arrive là, on va passer à autre chose, mais avant d'aller plus loin, d'une manière générale, après avoir réfléchi sur vos déceptions, satisfactions, motivations, eh bien, vous diriez à propos de votre engagement dans votre BS aujourd'hui que vous êtes. Donc on a très satisfait, plutôt satisfait, pas vraiment satisfait, pas du tout satisfait. Les pas du tout satisfaits, vous avez à gauche les résultats de l'ADV et à droite la référence nationale qui est concomitante. On est sur une enquête là de 2023. Donc 7%, ça on considère que c'est incompressible. Forcément, on est sur de l'humain, il y a de l'insatisfaction et donc c'est proportion identique. On a au global des satisfactions 87% à l'ADV pour 90% au national. La différence, en fait, c'est sur la proportion des bénévoles très satisfaits, qui sont 53% à l'ADV pour 50% au national.
mais on a un bilan globalement vraiment positif avec ces 87%. Merci beaucoup, Cécile. Merci aussi pour votre attention par rapport à mon petit écureuil. Je trouve que ça permet un petit sourire. Mais n'oubliez pas les warnings qu'il y a aussi. Hein. Juste à côté, le warning, ça veut dire attention. J'ai proposé à Cécile de laisser cette diapo parce que lorsque vous voyez 90% à gauche, et je fais une petite parenthèse concernant nos enquêtes nationales, tous les ans, nous faisons une enquête auprès de l'ensemble des bénévoles. Et ça paraît dans une publication qui s'appelle La France bénévole, comme il se doit, que vous pouvez avoir en libre accès sur notre site. Et ce qu'on a constaté par rapport à ces 90%, c'est que c'est plus qu'en 2022, comme s'il y avait un espèce de ouf, de soulagement après l'épisode Covid. Comme si les bénévoles étaient tellement contents de se retrouver et voyaient la vie plus belle encore en se retrouvant. Et on a vraiment noté, avec ces 90%, cette différence. Alors, on a parlé de l'acquis, on a parlé du présent, on va maintenant parler de demain. Donc, quelles sont les attentes, vos attentes pour demain? Sur la proposition de votre équipe, on a beaucoup travaillé sur la notion de formation. Sachez aussi que la formation, c'est l'attente la plus importante des bénévoles. Ce qui montre le souci de bien faire, ce qui montre le souci de progresser. Et ça, c'est à mettre en avant avec une reconnaissance, évidemment. Donc, de la formation, un peu plus pour la DV, 34%, 31%, des conseils, un peu plus pour la DV, d'où le petit écureuil, mais aussi disposer du matériel récent et adapté. Et ça va de soi, enfin, si je puis dire, par rapport à vos fonctions, en particulier les fonctions de donneur de voix, parce que c'est très technique, c'est le souci de bien faire. Et ce souci de bien faire ressort, c'est une de vos valeurs fortes, une volonté de bien faire et de mieux faire. C'est à exprimer dans votre communication et c'est aussi les remerciements de toute l'équipe dirigeante vis-à-vis de toutes les BS. Si on continue, l'aide d'autres bénévoles, bon, ça c'est relativement classique. Plus d'informations sur les activités de votre bibliothèque sonore et de la DV, on est à peu près dans les mêmes chiffres. Avoir une plus grande liberté d'initiative, ça dépend de chaque contexte. Une nouvelle opportunité de se réjouir, une plus grande attention portée à votre activité par vos instances dirigeantes. Les attentes sont de 12% versus 20% dans les autres associations. Ça veut dire qu'on a la gouvernance, si je puis dire, au plan national comme au plan local, a beaucoup d'attention pour le travail que vous faites. Mêmes éléments pour être davantage associés aux décisions de votre bibliothèque sonore, 9% seulement d'attente, alors que c'est 25% ailleurs, et une définition plus précise de votre mission. Il n'y a pas une grosse attente par rapport aux autres associations. Je fais ici une parenthèse en revenant sur ce que Cécile vous a présenté tout à l'heure. Vous avez vu qu'il y a un besoin de relations sociales, de convivialité, et il me semble, je parle sous votre contrôle bien entendu, il me semble que c'est un peu lié au fonctionnement même des BS. Un donneur de voix qui enregistre, en général c'est chez lui, chez elle, est un peu seul, et il a de ce fait assez peu l'occasion de rencontrer les autres bénévoles. Et vous voyez que les bénévoles sont demandeurs. Donc c'est sans doute un effort à imaginer, non pas à se dire bonjour juste pour boire un pot, mais de temps en temps se voir de telle manière à ce que la notion d'équipe, parce qu'elle n'est pas tout à fait présente, cette notion d'équipe, dans les motivations et les satisfactions, que la notion d'équipe prenne peut-être un peu plus de vigueur. Voilà pour les attentes pour demain. Alors, on est là dans le verbatim. Nous avons chez nous Patrick qui travaille sur... Patrick qui a une très longue expérience de la vie associative, qui est à Poitiers. J'ai oublié de vous dire qu'on est tous, comme vous, on travaille en distanciel.
Cécile est à Lyon, moi je suis un peu dans l'ouest, Marie est à Arcachon, Roger est à Paris, enfin, etc., etc. Patrick est à Poitiers. On travaille depuis 15 ans à distance. Pour nous, je ne dis pas que le Covid ne nous a pas perturbés, mais disons qu'on a toujours travaillé à distance. Patrick, donc, a étudié les attentes de formation un peu en toutes lettres. Et vous voyez, arrivent en premier les conseils à caractère technique, bon, vieille Audacity, bien sûr, Orphée et d'autres. Attente de coaching vocal et technique de lecture. Important. Accompagnement des enregistrements. Donc on est là beaucoup auprès des donneurs de voix. Échange et partage d'expériences. Là, c'est peut-être un peu plus dans le management des bénévoles. Autre type de formation attendue, généraliste, fonctionnement. Contact avec les audiolecteurs, ce n'est pas le plus facile. C'est loin d'être le plus facile. Et enfin, attentes diverses, du matériel, des guides, des répertoires. Je refais une petite parenthèse pour vous dire que ce que Cécile signalait tout à l'heure, les informations très détaillées liées à l'enquête, c'est-à-dire les réponses selon le genre, selon l'âge, la fonction, c'est à votre disposition. On l'a remis tout cela. Et pour les personnes qui souhaitent aller plus loin dans la connaissance de vos attentes, c'est disponible, évidemment. Dans la diapositive suivante, on aime bien les portraits. Alors, il ne faut pas caricaturer non plus, mais ça donne une petite idée. Alors, prenons d'abord le genre. Parmi les répondants, 3 femmes pour un homme. Presque la parité. Hein. On n'est pas loin. Non, 3 femmes pour un homme, effectivement. Les femmes ont une moyenne d'âge nettement inférieure à celle des hommes. On va développer un petit peu cela. Proportionnellement, les hommes donnent plus de temps de bénévolat et c'est en corrélation avec les responsabilités qu'ils exercent. Pose aussi une question là. Les femmes sont plus nombreuses à donner leur voix et les hommes à donner leur temps. Mais, et ça c'est quelque chose à travailler, on trouve à peu près autant, en proportion, hein, d'hommes et de femmes qui donnent à la fois le temps et la voix. Et on se pose la question, mais c'est juste une question, une hypothèse, est-ce que finalement, non pas le portrait robot, mais l'image la plus épanouie du bénévole dans l'association, ça ne serait pas des bénévoles qui ont à la fois la fonction de donner leur voix et de donner du temps, ne serait-ce qu'un peu de temps. Parce que le don de temps, ça n'est pas juste le bureau, le conseil d'administration, c'est donner un coup de main. Par conséquent, et on voit, et on pourra le regarder peut-être avec vous, on voit qu'au fond, les répondants les plus heureux, les plus épanouis sont sans doute ceux qui donnent à la fois leur temps et leur voix. Donc c'est une idée peut-être à fouiller. Alors, pour l'âge, c'est un peu lié homme-femme. Hein. Plus on est âgé, plus on donne du temps, mais plus on est âgé, plus on est un homme, en corrélation avec les responsabilités exercées. On est plus particulièrement donneur de voix entre 50 et 64 ans, grosso modo, et plutôt donneur de temps au-delà de 75 ans. Et c'est là qu'on arrive à peut-être cet équilibre, on est à la fois donneur de voix et donneur de temps autour de 65 ans. Autour de 65 ans. On a proportionnellement moins de responsabilités, tiens, tu parles, comme dans toutes les associations, un peu moins de responsabilités au-dessous de 64 ans et bien plus au-delà de 75 ans. Quand je dis 75 ans, je ne compte pas la TVA qu'il faut ajouter. Parfois. Dans les autres portraits. Alors, l'illustration, moi je suis avec mon petit écureuil, les illustrations, c'est Cécile qui trouve toujours des petits trucs qui parlent bien. Donc, donneurs de voix. Ce sont plutôt des femmes, plutôt des jeunes. Ils donnent un peu moins de temps de bénévolat, parce que souvent, c'est donneur de voix ou donneur de temps, ou donneur de voix et donneur de temps. Et puis, ils assument assez peu souvent des responsabilités au sein de l'ABS, d'où un élément à prendre en compte. Les donneurs de temps sont plus souvent des hommes, plutôt assez âgés, c'est plutôt des responsables. Ils donnent en général plusieurs heures, voire plusieurs dizaines d'heures par semaine. Ils sont proportionnellement nombreux.
à exercer des responsabilités, notamment au sein des BS. Et enfin, c'est là qu'on a ce portrait. Ceux qui exercent à la fois le don de temps et le don de voix, ils sont indifféremment des hommes et des femmes, plutôt de moins de 60 ans ou 60-65 ans. Ils donnent beaucoup de temps de bénévolat, souvent 10 heures et plus par semaine, et ils sont très nombreux à exercer des responsabilités. C'est, vous voyez, un petit peu le portrait, non pas idéal, mais un portrait vers lequel on pourrait tendre. Dans la diapositive suivante, on a pensé, vous avez pensé, quand on a travaillé en lien avec votre équipe, vous avez pensé qu'il fallait avoir un regard particulier pour les donneurs de voix, et avec un petit peu, j'allais dire, la question qui tue, il vous a été proposé de vous initier au logiciel Audacity. Audacity commence par audace, ça veut bien dire les choses. Avez-vous eu des difficultés? Eh bien, 27%, je n'ai pas eu de véritables difficultés. Et le petit écureuil, vous voyez, en plus, il bouge. Il est très content parce qu'il y a 52% des donneurs de voix qui ont été accompagnés et les choses se sont bien passées. Et ça, moi, je dis chapeau parce que, du coup, ce sont des bénévoles qui ne sont pas sentis seuls et le compagnonnage a joué entre les personnes qui avaient de l'expérience et celles qui arrivaient. Donc 52% ont été accompagnés. Alors, il y a ceux qui disent, si j'avais su, je ne serais pas venu. Hein, c'est-à-dire, je ne pensais pas que ce serait aussi complexe, mais je vais m'en sortir. Je vais m'en sortir, 15%. Je ne pense pas continuer à donner ma voix à 2%, et puis non-réponse, 4%. Petit avertissement de lecture. Les bénévoles qui ont essayé de donner leur voix et qui n'ont pas réussi, n'ont pas répondu là. Ils sont partis. Donc il faut, BS par BS, se dire attention, il faut que je pense évidemment à ces pourcentages, mais il y a aussi tous ceux qui sont partis. Et du coup, c'est important à prendre en compte. Dans la diapositive suivante, une belle expression libre des donneurs de voix. Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire? D'abord, je décris mon implication dans les BS. C'est important, vous avez souhaité aller au-delà des questions fermées et vous avez souhaité parler de votre expérience. Et ça, c'est précieux. Et tout ce verbatim, 480 retours, hein, c'est à votre disposition. Vous pouvez le consulter. Donc, je décris, c'est anonyme, bien sûr, hein, c'est anonyme de A jusqu'à Z, hein, bien sûr. Merci, Cécile. Donc, je décris mon implication dans les BS, je raconte un petit peu mon histoire, les satisfactions, les remerciements, les déceptions, une analyse critique sur la vie associative, mais c'est toujours une analyse sympa. C'est-à-dire, j'ai envie de faire mieux, j'ai envie qu'on fasse mieux. Même si c'est critique au premier degré, c'est constructif. Et c'est la caractéristique des bénévoles, hein, d'une manière générale. Ce n'est pas des queeners. Pas des queeners comme certains qui passent leur vie à queener parce que la vie leur en veut, parce que tout le monde leur en veut. Non, on n'est pas content sur certaines choses, mais on cherche à faire mieux et on appelle un petit peu à ces progrès. Donc analyse critique, pouvoir apprécier et mesurer l'impact de l'activité des BS. Alors ça, c'est un vrai sujet. C'est une question qu'on se pose à Châteaudun comme ailleurs, c'est de se dire, au fond, voilà, quel est l'impact de ce que nous faisons? On connaît les audiolecteurs, on connaît aussi les enfants, les élèves dyslexiques. Et c'est important parce que c'est qu'à Châteaudun, on en a beaucoup et on commence à en avoir dans le primaire aussi parce que ça nous paraît important d'anticiper un peu. Donc, pouvoir apprécier et mesurer l'impact de l'activité des BS. Et puis, la place du bénévolat. Mais ça, tout le monde se pose cette question en France aujourd'hui. Que devient et que va devenir le bénévolat? Essentiel, bien entendu, mais toujours en évolution. Vous verrez dans nos éditions annuelles qu'avec des experts, nous expliquons comment le bénévolat évolue fortement. C'est très bien, mais en même temps, pour les associations, c'est une question. Il faut s'adapter à cette évolution, notamment la qualité, mais aussi la relève, hein, la recherche de dirigeants, le renouvellement de dirigeants. Et puis, la dimension technique de l'activité, maîtrise du logiciel, les difficultés et les besoins de formation. Donc ça, c'est très, très important pour cette expérience-là.
Alors, un mot pour parler de recherche et solidarité, mais une chose à retenir, c'est Marie Duros, qui s'occupe de la communication chez nous, avec cette adresse, et recherche-solidarité.org, avec un site dans lequel il y a tout gratuit, tout est donné. Et puis, la dernière diapo nous permet, à Cécile, à moi, de vous remercier pour cette attention et pour votre confiance. Alors bien sûr, on assure le service après-vente, c'est-à-dire s'il y a des questions, on sera ravis, et sous réserve, bien sûr, qu'on soit dans le timing et que vous ne soyez pas épuisés. Je crois qu'il y a une dame là-bas. C'est le footing qui continue. Voilà. Hop. J'ai deux petites réflexions à faire. Bon, celle qui rejoint celle que j'ai dite ce matin, c'est que c'est plus l'association des donneurs de voix, mais l'association des donneuses de voix. Et ça, c'est pour plaisanter. La deuxième réflexion, c'est un étonnement. Je suis surprise que vous n'ayez pas du tout évoqué les donneurs de temps qui sont donneurs et donneuses de temps qui sont en même temps audiolecteurs. Il y a pas mal de gens ici qui sont déficients visuels et qui sont donneurs de temps. Je pense que dans votre prochaine enquête, il faudra l'évoquer. On dit souvent dans les conférences que nous faisons régulièrement avec Cécile qu'on a beaucoup à apprendre. Merci beaucoup pour ce que vous signalez là. Et effectivement, c'est un complément qui sera particulièrement utile. Ceci dit, vous verrez dans les résultats, si vous accédez aux résultats, si vous avez la possibilité d'accéder aux résultats sous Excel, vous verrez comment se caractérisent les donneurs de temps, les donneurs de voix et ceux qui sont à la fois donneurs de temps et donneurs de voix. Mais merci pour votre proposition. Dans la dernière diapo, ce qui est rassurant, c'est qu'il n'y a que 2% de donneurs de voix qui veulent arrêter. Bon, de notre côté, de notre expérience, on a aussi 80 ou 90% qui ne s'inscrivent même pas comme donneurs de voix. Donc c'est rassurant qu'il n'y en ait que 2% une fois inscrits, vraiment bénévoles, qui continuent. Ça, c'est rassurant. Par contre, c'est sur le nombre. C'est 3400 qui ont été ciblés. Alors, un peu moins, 3100. Voilà. Il faut pondérer, à mon avis, parmi les donneurs de voix essentiellement, ceux qui sont actifs. C'est-à-dire qu'il y en a 1200 dans nos fichiers, et il y en a 900 qui ont été actifs en 2022. Donc, ils peuvent avoir répondu alors qu'ils n'ont rien fait, entre guillemets. Donc, c'est juste pour pondérer le résultat. Mais par rapport à ce que vous dites, ceux qui ne sont plus bénévoles, je ne sais pas s'ils sont si nombreux à avoir répondu, mais ça augmente le taux de retour du coup. Hein. Ça, c'est encore plus positif. Oui, mais c'est possible. Après, on n'est pas derrière chacun, mais entre voilà, il y a les deux dimensions. Oui, je voudrais vous féliciter. La présentation commençait par le mot dialogue, et on avait déjà eu quelques éléments statistiques sur cette enquête. Là maintenant, pour les personnes qui sont ici, du moins moi, je pense que le dialogue, il est vraiment bien établi. La question que je pose et que je nous pose à tous, ce dialogue-là, comment allons-nous le diffuser vers tous ceux qui ont répondu au questionnaire, et qui sont nombreux, et tous ceux qui, à côté, n'ont pas répondu, mais qui sont quand même aussi, font partie de la population. Alors, moi, là, je ne peux pas répondre au nom de l'ADV, je laisserai la parole à d'autres personnes, mais d'une manière générale, nous, on a vraiment pour habitude de diffuser les résultats et de les diffuser rapidement, une fois qu'on a terminé l'analyse. Alors, dans les enquêtes nationales, on offre la possibilité aux bénévoles qui répondent de laisser leur adresse mail pour être personnellement informés des résultats. Et puis, on a aussi, nous, je parle des enquêtes nationales, hein, puisque là, c'est nous qui sommes pilotes, en fait, des remerciements. On a aussi notre newsletter. D'ailleurs, Jacques parlait de Marie. Si vous voulez vous inscrire à notre newsletter et avoir des informations, justement, sur
les évolutions du bénévolat, notamment, vous pouvez vous inscrire. Donc, on a nos propres canaux, je dirais, et on attache un soin tout particulier justement à ce que les personnes qui ont pris du temps pour répondre à ces enquêtes soient aussi informées. Et pour faire des enquêtes, comme le disait Jacques, avec d'autres réseaux, eh bien là, il y a d'autres formules. Alors, il y a cette formule-là classique. Il y a aussi les articles qui paraissent dans le magazine ou une newsletter spécifique, où là, on donne des résultats synthétiques. On n'a pas forcément besoin de développer beaucoup ces résultats, mais déjà de faire un retour comme ça en quelques mots, et puis un remerciement. Les bénévoles sont très sensibles au fait qu'on leur donne la parole et aussi qu'on les remercie d'avoir donné de leur temps. Et puis, il y a aussi des groupes de travail qui se créent, ou bien les résultats sont transmis en région, et puis ces petits groupes vont se réunir au niveau régional. Jacques, il y a certainement d'autres formules, des visios, des webinaires. Voilà, il y a pas mal de moyens qui existent et qui sont à mettre en place en fonction de vos habitudes. Mais effectivement, c'est important d'avoir cette parole de remerciement et de remise des résultats. Oui, effectivement, une enquête et les résultats ne servent que si on en tire des leçons. Vous avez vu qu'il y a pas mal d'éléments de satisfaction, mais il y a aussi ce qu'on appelle des marges de progression. Je crois savoir que tous les 3 ans, enfin, vous avez des mandats de 3 ans. Là, vous pouvez vous dire, par exemple, que là, vous avez 3 ans. En général, on dit vous avez 4 heures. Là, vous avez 3 ans pour travailler, enfin pas pour travailler, mais pour prendre conscience de tout ça. Et BS par BS, pour voir ça va forcément vous interpeller BS par BS, parce que le contexte de chaque BS est différent. Et ça va vous parler, et ça va vous donner envie, peut-être, de conduire un certain nombre de réflexions, comme dit Cécile, avec des groupes de travail de personnes volontaires, par BS ou par région, hein, puisque vous avez l'organisation par région, et bien sûr au plan national. Et pour nous, je précise que Recherche et Solidarité, qui est donc une association comme vous, avec le même objectif que vous, d'aider les autres et d'aider notamment les personnes qui sont plus particulièrement en difficulté, nous assurons toujours le dialogue avec nos partenaires. C'est-à-dire que là, cela fait des mois que nous avons un dialogue et bien sûr, nous sommes tout à fait disponibles pour poursuivre ce dialogue. Et une de nos récompenses, ce sera de nous dire, dans quelques mois, voyez, un des éléments qui ressortait de l'enquête, on l'a travaillé et ça nous a permis de faire un petit peu autrement. Je précise une chose que vous avez peut-être pas tout à fait, sur laquelle vous n'avez peut-être pas totalement percuté. Il y avait... comment êtes-vous devenu bénévole ? 69% ont dit « je me suis présenté spontanément ». Et ça, c'est l'indice de notoriété de votre association. C'est aussi le prestige du donneur de voix. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui rêvent de donner leur voix. J'en fais partie, enfin j'en faisais partie au moment où je suis entré dans cette bibliothèque sonore. Donc c'est dire la notoriété de votre association. Il y a une question, madame. Oui, je ne comprends pas qu'on fasse une telle séparation entre donneurs de voix et donneurs de temps. Je pense que ce n'est pas judicieux. Les donneurs de voix donnent de leur temps. Et par ailleurs, le dialogue, je pense, doit vraiment être établi entre les audiolecteurs et les donneurs de voix, parce qu'on n'a pas de feedback. Et voilà, on choisit plus ou moins ce qu'on veut lire, ou on nous incite à lire tel ou tel ouvrage. Et puis, il y a une question qui me taraude depuis longtemps. Quand on donne ses organes, je comprends très bien l'anonymat. En revanche, je ne comprends pas cet anonymat pour les donneurs de voix, parce que, effectivement, les audiolecteurs choisissent aussi les voix.
Oui, alors, dans ce que vous dites, il y a au moins trois sujets. Le premier, en statistique. En statistique, on se doit de savoir ce qu'on mesure. Quand vous parlez d'un chat, vous ne parlez pas d'une souris ou d'un hibou. Donc, il faut savoir ce qu'on mesure. La distinction qui est faite entre donneur de temps et donneur de voix, ça n'est absolument pas un élément de ségrégation. C'est juste un fait. Vous faites quoi? De la même manière, vous avez quel âge? Vous êtes un homme ou vous êtes une femme? Vous êtes dirigeant, vous n'êtes pas dirigeant. Donc il ne faut pas voir dans cette distinction le moindre élément de ségrégation. En revanche, ça permet de mieux comprendre comment vivent ceux qui donnent leur voix et pas leur temps, ceux qui donnent du temps et pas leur voix, et ceux qui donnent les deux. C'est un élément de connaissance, mais encore une fois, sans ségrégation. Ensuite, vous avez raison, ressortent très souvent dans le verbatim « J'aimerais avoir beaucoup plus de relations avec les audiolecteurs, notamment pour savoir s'ils n'aiment pas, ce qu'ils aimeraient, etc. » C'est vraiment une interpellation pour vous dans chaque BS, effectivement, et ce n'est pas toujours le plus simple parce qu'en général, enfin je dis qu'à Châteaudun, ils sont tous très contents. Alors on dit, bah, ils sont contents. Oui, mais si on va peut-être fouiller un peu plus, ce n'est pas qu'ils soient contents ou pas. Heureusement qu'ils sont contents, mais qu'est-ce qu'ils aimeraient? Peut-être des nouvelles plus importantes de leur région. Enfin, je ne sais pas. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a aussi cette notion de solitude. Quand on donne sa voix, on a l'impression, non pas qu'on s'adresse à un mur, mais à un micro. Et derrière, on imagine un audiolecteur et on aimerait bien les connaître. Et en général, il y a des BS qui, peut-être, organisent dans les assemblées générales, dans leurs assemblées, l'invitation des audiolecteurs qui peuvent venir. Pour réagir à cette... Pour continuer sur cette thématique, DDT, DDV, audiolecteur, c'est vrai qu'on peut a priori penser qu'il y a une séparation, mais ça engage à chaque BS d'imaginer des rencontres. Et pour expérience, là, depuis peu, sur l'ABS que je représente, celle de Toulouse, ben, on essaye on fait des rencontres, DDT, DDV, audiolecteurs, autour de, par exemple, rencontre d'un auteur local, et ainsi présenter les DDV et que les audiolecteurs puissent s'exprimer et ainsi échanger. Donc je pense que c'est à chaque BS d'inventer ce genre de relation. Je réponds, il y a eu la question sur l'anonymat. Depuis la création de l'ADV, donc il est bien noté que c'est un don qui est anonyme, et d'autant plus qu'aujourd'hui, donc la propriété intellectuelle des ouvrages appartient à l'association des donneurs de voix. Donc on ne peut pas mettre, d'ailleurs, aucune association officielle ne met le nom, il faut que ce soit anonyme. Par rapport à l'anonymat, une précision. Cette enquête-là était totalement anonyme sur votre proposition, pas de souci. Il y a des enquêtes, peut-être plus nombreuses, dans lesquelles les personnes donnent leur mail, ce qui permet de recevoir les résultats personnellement. Mais, ça fait partie de notre éthique, on sépare systématiquement les noms et les adresses des réponses. On ne sait pas qui a répondu quoi. Et ça, c'est un anonymat relatif, mais relatif parce que ça permet du coup de remercier très vite les personnes qui ont répondu. Donc c'est juste pour dire la précision en la matière. Alors moi, contrairement à la dame qui a parlé tout à l'heure, je suis justement assez satisfaite du fait qu'il y ait eu une distinction aussi, qui ait eu là, le donneur de voix et le donneur de temps. Pour moi, un donneur de voix n'a pas forcément les mêmes envies qu'un donneur de temps. Il y a des donneurs de voix qui veulent justement rester chez eux, dans leur cocon, donner leur voix et ne pas forcément avoir des responsabilités ou des contacts avec les autres. Donc,
Du coup, forcément que les besoins et les attentes de ce donneur de voix ne seront pas les mêmes que des donneurs de temps qui, eux, côtoient plein d'autres gens, ont des réunions, on se déplace, etc. Donc pour moi, justement, c'est bien de faire une distinction. Et d'ailleurs, j'ai été étonnée quand j'ai regardé les premiers chiffres, parce que pour moi, il y avait plus de donneurs de temps que de donneurs de voix. Or, quand je regarde qui a répondu, j'ai l'impression que les donneurs de voix ont plus répondu que les donneurs de temps. Et j'en suis assez étonnée. Voilà, donc ça, c'était une remarque personnelle. Pour fixer les idées par rapport à cette notion, lorsque, par exemple, on vient de travailler avec les restos, puis on a travaillé juste avant avec les banques alimentaires, puis encore avant avec les petits frères des pauvres, par exemple, on travaille depuis longtemps avec eux. Il y a, par exemple, lorsqu'on demande les fonctions, il y a les fonctions d'accueil, il y a les fonctions administratives, il y a les fonctions d'accompagnement des personnes, il y a les fonctions de communication. Vous voyez, c'est juste pour indiquer avec précision les fonctions et les missions de chacun, de manière à comprendre un petit peu comment ils les vivent. Je fais une petite parenthèse pour être sûr de ne pas l'oublier. Ce n'est même pas de la pub. C'est pas de la pub. Si on dit que, quel que soit le département dans lequel vous êtes, il y a sur notre site recherche-solidarité.org un 4 pages qui présente l'essentiel de la vie associative dans votre département. C'est une publication que nous travaillons avec le gouvernement depuis des années. Vous avez la même chose sur notre site, par région et par département. C'est précieux pour information et c'est précieux quand certains d'entre vous vont rencontrer le préfet, le sous-préfet, le président du conseil départemental ou la presse. C'est important que vous puissiez dire « Nous sommes Bibliothèque Sonore, mais nous faisons partie d'un ensemble qui s'appelle le secteur associatif, qui dans votre département représente tant d'associations, tant de bénévoles. Tant d'associations et tant de bénévoles sont des fourchettes, bien entendu, on ne les a pas comptés un par un. Mais il y a dans tous vos départements ces documents qui peuvent être pour vous très utiles dans vos démarches. Si nous voulons, en bibliothèque ou régionalement, utiliser cette étude qui était très intéressante, il serait précisément utile, et là je rejoins la personne qui a parlé, que nous ayons l'enquête telle qu'elle est, mais aussi la version donneur de voix et la version donneur de temps. Parce que effectivement, il y a certaines réponses qui sont non pas faussées, mais qui sont biaisées par le rapport d'effectifs, des deux, alors que nous avons deux populations avec des fonctions, des préoccupations, des attentes différentes. Et donc, ce serait intéressant de pouvoir s'adresser à chacune des populations en ayant un résultat qui soit celui de son activité, en fait. Mmh. Non, mais tout à fait. C'est ce qu'on a dit à plusieurs reprises. Et Claudine faisait remarquer aussi que s'il y avait plus de donneurs de voix dans l'enquête, il y en a aussi plus dans la réalité. Et de ce point de vue, l'échantillon, comme on dit, est conforme à la réalité. Et bien sûr, les résultats, puisque nous les avons analysés selon cette approche, donneur de voix, donneur de temps, sont disponibles dans ce document Excel, qui est, bon, voilà, c'est pas aussi facile à lire, mais en se concentrant un petit peu, en ayant une petite heure devant soi, on arrive quand même, les questions sont juste pour les donneurs de voix, donneurs de temps. Ne cassez pas le matériel. Non. Donc voilà, ces résultats sont effectivement à votre disposition et l'intérêt, c'est de regarder, c'est maintenant, une fois que vous avez ces tendances générales, des résultats plus détaillés, donc selon, on vient de le dire, donneurs de voix, donneurs de temps. Ça peut être aussi selon les bénévoles exerçant des responsabilités par rapport à ceux qui n'en ont pas. Vous avez aussi selon les tranches d'âge, voilà, plusieurs approches. Et ça va très vite par colonne. Hein. Eh ben, vous vous souviendrez de mon passage. Hein. C'est comme ça qu'il faut marquer les choses. Hein. Si vous ne faites pas quelque chose, ben, allez hop. Sous Excel, il y a ceux qui sont allergiques à Excel, mais c'est pas. Mais après, il suffit de suivre les colonnes. Vous suivez la colonne donneur de temps et vous regardez ce qui ressort. Et alors, comme on ne fait pas les choses à moitié,
Les documents qu'on a transmis à l'équipe nationale, il y a de la couleur. C'est-à-dire les chiffres qui ressortent sont en bleu, je crois, enfin, ressortent un petit peu en couleur. D'autres questions? Profitez-en. L'amphi n'est pas climatisé, il fait un peu chaud. Mais... C'est bon? Eh bien, écoutez, nous remercions Jacques et Recherche et Solidarité. Merci aux bénévoles qui ont répondu. Et on va voir comment on peut, avec Claudine et le bureau et le conseil, on va voir comment on peut, comme ça a été dit, le transmettre au BS sous la façon la plus pédagogique possible. Donc ici se clôturent les ateliers. Donc le prochain, enfin c'est pas un atelier, le prochain c'est la remise donc, du prix d'audiolecture qui sera remis par Bernard Thomasson, donc notre parrain, à l'autrice qui est donc présente. Je vous invite là à être là dès 18h puisqu'on va commencer la diffusion à 18h. Pardon? Oui, un petit peu avant puisqu'on commence la diffusion à 18h. Je rappelle qu'il y a toujours... non, elle n'y est plus. Enfin, elle y est peut-être encore. Isabelle, pour ceux qui n'ont pas pris leur bulletin de vote. Sinon, elle y sera demain matin à partir de 8h. Je rappelle aux administrateurs et administratrices candidats qu'ils ont 2 minutes de présentation demain. Et voilà, je crois que c'est tout. Donc, on se retrouve pour la remise du prix ici, tous assis à 18h. Téléphone coupé. Merci.